Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast des clés de l'être. Et si l'exploration de la conscience s'ouvrait à chacun de nous? Ouvrez votre cœur et suivez-nous dans ce voyage passionnant. Nos podcasts vont bien au-delà de simples interviews. Grâce à une induction, le télépathe entre en pleine conscience de lui-même, de son environnement et du tout. Il accède ainsi à ce magnifique champ d'informations infini. Sans préparation préalable, il nous fait découvrir ses perceptions en temps réel, comme s'il nous racontait un film qui se déroule sous ses yeux. Je vous invite à vivre ce podcast en pleine conscience et à nous partager vos ressentis ou expériences de vie dans les commentaires. Si vous aimez cet épisode, likez-le et abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à toucher toujours plus de monde. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour Jennifer et Anne. Nous sommes aujourd'hui réunis pour explorer le sujet de l'ego, ce mot qu'on entend partout. Mais au fond, c'est quoi l'ego? Est-ce un ennemi? Est-ce un allié? Et je vous propose aujourd'hui d'aller à sa rencontre et de mieux le comprendre. Laissez venir à vous les premiers éléments, les premières informations qui vous viennent. Alors moi, je suis j'ai une impression de très très grande neutralité. Quand tu as dit le mot égo, ça me place à un endroit juste avant que quelque chose commence ou juste après que quelque chose se soit terminé. Donc il n'y a pas du tout de notion de bien, de mal, de trop, de pas assez, de je sais pas quoi. Il y a aucun qualificatif que enfin, qui me viennent. Je peux pas l'associer à quelque chose. Ça me met vraiment dans une neutralité totale. Et au-delà de cette neutralité, comment est-ce que tu pourrais le décrire ou le définir? Et peut-être que Anne a des éléments. L'image qui m'est venue tout de suite, c'est un robot avec un ordinateur de bord. Et ça rejoint que finalement, la notion de robot, enfin, ou d'ordinateur en soi, c'est quelque chose de très neutre. Et comme si cette part-là, c'était comme une interface qui pouvait aussi bien être au service de notre conscience, ce qui est le cas, mais qui peut aussi être comme utilisé par le contexte dans lequel il est. Et notamment, si on parle de l'ego de l'humain terrestre, ça m'a montré en fait tous les conditionnements collectifs, tous les égrégores, les mémoires d'histoire, on pourrait appeler ça les mémoires akashiques, ou en fait tout ce qui est sous forme de champ d'information et qui peut encore imprégner, parce que ce sont comme des informations partagées, comme étant une forme de programme, justement pour plugger là cet ordinateur ou ce robot, afin qu'il puisse fonctionner dans ce monde terrestre soumis à euh, toutes ces toutes ces programmations, tous ces conditionnements, toutes ces règles. Et souvent, et c'est comme si c'était confondu entre l'ego qui est comme jugé, critiqué, on a envie de le dilapider, mais en réalité, c'est comme si c'était l'invitation plus d'aller observer la lumière de la conscience, tous les programmes, les schémas, les conditionnements auxquels l'ego est encore finalement imprégné ou soumis. C'est comme ça que ça me le dit en fait. Et le robot, en fait, il va pouvoir être soit utilisé à bon escient, l'ordinateur aussi, ou alors au contraire. Et en fait, ce que je vois, la différence, c'est que
quand c'est au service de la conscience, même s'il n'y a pas de séparation en fait, mais c'est comme si c'était quelque chose en fait d'impermanent. C'est-à-dire que les programmes circulent, c'est un peu l'agir dans l'instant présent. Et ce ne sont pas des programmes qui sont comme enregistrés ou qui restent dans l'interface, que l'ordinateur était comme si c'était juste voilà, une banque de données, mais en fait les données sont pas figées comme ça en programme qui restent comme justement euh, la l'utilisation, on va dire, de l'ego par ce contexte-là terrestre dans lequel il arrive, qui est soumis à toutes ces règles. Voilà, on pourrait voir ça comme des injonctions. Dans l'inconscient collectif, il y a toutes ces mémoires, tout. Voilà, et comme si ça revenait à observer ça, mettre en lumière en fait ces programmes. Donc, si je comprends bien, l'ego, c'est le visible de cet invisible collectif. C'est ce qui donne une image à cet invisible collectif, individuel et collectif. Et en observant cet ego, on observe ses croyances, on observe ses injonctions, etc. Mm. Ouais. Ok. Jennifer, est-ce que tu as autre chose? Alors j'avais aussi cette notion d'interface et moi j'ai ressenti aussi comme une connexion à l'être, comme une connexion à qui je suis dans le fond, euh, et que effectivement en fonction du programme qui se joue sur cette interface, le qui je suis peut varier et il peut varier dans le enfin en tout cas ça le sort de sa neutralité, donc il peut varier dans ce que la société reconnaît comme étant critiquable, inacceptable ou enfin, voilà, des choses comme ça, ou il peut aussi varier dans l'inverse, c'est quelque chose qui est euh, valorisé, tu vois, reconnu, recherché, et c'est comme si tout existe à l'intérieur de cette interface, et comme si tout existe à l'intérieur de l'être aussi, en fait. Et ça me renvoie comme à une notion quand même une notion de choix et de conscience, dans le sens où je suis celui qui manipule cette interface, si je peux dire. Manipuler, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, c'est moi qui ai les rênes de cette interface, avec plus ou moins de conscience. Ce que ça me montre, c'est moins j'ai de la conscience, plus je peux, plus je laisse jouer tout un tas de programmes. Et là, ça rejoint aussi ce qu'a observé Anne. Ça peut être des programmes qui ne m'appartiennent pas du tout, des programmes de mémoire collective, de la société, de trucs comme ça, de mémoire familiale aussi. Alors que si je suis en conscience, que je reprends les rênes, bah, du coup, je peux choisir d'une certaine façon quel programme se joue. Et je peux tendre vers un programme plus qu'un autre ou ce genre de choses. Quel lien vous faites entre choix d'incarnation et ego? C'est bizarre, ta question elle a fait bugger complètement. Ça arrive pas jusqu'à ma compréhension là, la question. Choix d'incarnation, en fait, c'est comme si pour moi ça voulait rien dire en fait. Enfin, pas pour moi, mais là quand je reçois ça, comme si c'était, enfin, deux mots qui étaient comme, qui étaient pas compatibles en fait. Incarnation, choix, c'est comme si la notion de choix en fait, elle était très subjective, relative. En réalité, le choix en fait, c'est comme si en fait on me dit c'est pas celui qu'on croit. Si on croit avoir le choix sur un certain plan, ça nous fait plaisir de croire qu'on a le choix. Et en réalité, sur un autre, enfin d'une vision plus globale, c'est comme si la notion de choix en fait s'efface et se dissout. Et que en fait l'incarnation, si le choix est fait, c'est comme s'il était, enfin tu vois, pris à un niveau où en fait le choix quelque part il est déjà comme emprunté d'une forme d'influence
en fait, c'est comme si c'est un choix qui est influencé par le jeu de la dualité. Et que là où ça marche pas par rapport à l'incarnation, c'est qu'on reste dans un même champ d'influence, alors que réellement la notion de choix, si tant est qu'il y a un choix, ça devrait être le choix en fait où il n'y a plus de levier, on va dire justement de programme, de je sais pas, là ça parle, tu vois, par exemple de karma, de croire qu'on doit réparer quelque chose, qu'on doit faire quelque chose de plus. En fait, ça me dit que ouais, ça corrobore en fait avec la notion de l'ego. Il garde encore cette sensation de dualité ou de séparation. Mm. Et là où c'est super intéressant ouais, dans cette notion-là, en fait, c'est comme si ça montrait que réellement, quand tu as le choix, parce que réellement tu t'es extrait euh, d'un pan duel, le choix n'est plus un sujet. Mhm. Parce que en fait, il y a en fait tout est réuni, tout est là. Et donc en fait, c'est-à-dire que on n'est plus dans ça ou ça, la peur de perdre ou l'envie de gagner ou tu vois, il y a plus d'intérêt en fait. Si c'est juste le choix, ce serait le choix de la joie, le choix de l'amour, ça, en fait, là on arrive sur des plans de conscience où ça se vit autrement. Ça se vit à partir d'un état plutôt que à partir d'une réflexion, d'une pensée, à partir de la conscience plutôt que à partir d'un champ programmé. Voilà. Ok. Et toi, Jennifer? Moi, ça m'a fait bugger aussi quand tu as dit ego et choix d'incarnation. C'est pareil, ça s'est un peu stoppé comme ça net. Genre, moi, ce qui m'est venu, c'est pareil sur cette notion de choix d'incarnation, que en fait, c'est l'esprit humain, la réflexion humaine qui a donné cette notion de choix d'incarnation, alors que si on est sur des plans plus élevés, plus hauts, qu'on sort en tout cas de cette réflexion humaine, il n'y a pas du tout la notion de choix. Il y a plus une notion d'expérience et de continuité d'expérience ou d'approfondissement d'expérience ou enfin, tu vois, mais il n'y a pas de notion de choix comme on l'entend nous en tant qu'humains. Et du coup, c'est aussi le point commun avec l'ego, c'est-à-dire que l'incarnation, le choix d'incarnation, comme tu as dit, c'est une expérience, comme si cette expérience n'avait ni début ni fin, vraiment, et simplement elle se poursuit. Et l'ego, ce que je ressens, c'est pareil, c'est comme si cette notion d'ego n'a pas ni début ni fin. Elle se poursuit aussi et elle fait partie de l'expérience, comme si les deux, c'est même pas s'imbriquent, mais se superposent presque, tu vois, s'alignent l'un avec l'autre. Comme si là, il y a une différence entre la notion humaine qu'on met derrière cette notion de ego, de choix d'incarnation, etc. Et la réalité de ces choses sur des plans qui ne sont pas des plans humains et terrestres. C'est comme si l'esprit humain avait créé d'une certaine façon ces notions pour expliquer quelque chose qui est pas facilement explicable, mais que en faisant ça, du coup, ça a réduit beaucoup de choses et ça a participé à la création aussi d'égrégores, à la création de programmes, de choses, tu vois, qui peuvent se jouer. Ok. Et du coup, ça vient aussi à la notion, au non-sens de la mission de vie ou au sens de la mission de vie, juste être. C'est ça. Oui, tout à fait. Notre mission de vie, c'est d'être. Il n'y a pas une mission au-delà de ça, mais d'être le vivant, de Mm. vivre ce qui se vit, de vivre l'expérience. Ça revient à une perception que j'avais tout à l'heure. On est parti sur autre chose, mais en fait, tout ça, en fait, voilà, se rejoint. C'est comme si l'ordinateur, là, le robot, en fait, que je voyais, à un moment donné,
il est tellement calqué sur les habitudes humaines en miroir et bien câblé avec les programmes. C'est comme si à un moment donné, en fait, il se croyait humain, il se croit humain et il se prend pour le personnage qu'il est. Et là, en fait, c'est ce que ça me montrait avec la notion d'ego, donc en référence à la programmation et l'ego en référence à la conscience. Et Jennifer l'a dit, c'est-à-dire quand il y a plus de conscience, en fait, à un moment donné, c'est comme si on pouvait s'extraire finalement. C'est pas une séparation, mais simplement devenir observateur des programmes qui guident finalement ce robot avec cet ordinateur et qui se prend pour le personnage et qui tient absolument en fait à ça, comme si en fait il avait presque peur que si j'ai plus de programme, si j'ai plus en fait je meurs, en fait je n'existe plus, comme si le personnage en fait s'efface. Et s'effacer, c'est comme s'il y avait la peur de je n'existe plus, je meurs quoi. C'est intéressant de le voir comme ça. Et que finalement, le fait qu'il y ait la conscience qui à un moment donné puisse se développer, on pourrait dire ça comme ça, qui est aussi complètement en contact avec cette interface, c'est comme si elle pouvait mettre en lumière tous les programmes petit à petit, comme pour rassurer finalement l'interface qu'on appelle ego, qui devient comme beaucoup plus imprégnée et influencée euh, bah, de la conscience que nous sommes et de moins en moins influencée ou guidée ou dirigée ou hypnotisée, on pourrait dire ça comme ça, par justement les champs d'influence, égrégores, ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait tous les programmes. Voilà, et que petit à petit, plus il y avait de conscience, plus en fait ça éclairait finalement tous les aspects de cette interface, et plus l'interface devenait presque à l'image de la conscience en fait, et que le personnage peut tranquillement s'effacer et comme être toujours en fait cette interface au service du vivant, au service de la conscience, au service de l'amour, de la joie, de l'unité en fait. Voilà. C'est comme ça que ça me le montre et qu'il y a comme un passage oublié de se désidentifier, en fait, de ne plus croire que le personnage construit que j'ai incarné, en fait, c'est pas moi. C'est l'invitation au retour à soi, à cet être et donc cette mission qui serait effectivement de rayonner qui je suis, quoi. De voilà, de pouvoir proposer qui je suis et que peu importe après comment j'utilise finalement toute ma part humaine, ça n'est que le véhicule pour agir. Alors que l'humain qui est programmé, il a cru qu'il devait faire telle ou telle chose et que c'est comme ça qu'il existerait, qu'il serait reconnu. Et ça joue sur ces notions d'amour, de reconnaissance, et ça rejoint la notion de choix. Il y a comme une forme d'intérêt personnel, donc tu tiens à ça. Et quand ça c'est vu, c'est bizarre, mais c'est comme si ça me disait, il y a un moment, une phase où ça dit, je m'en fous. En fait, j'ai plus rien à tenir. Juste, voilà, je vis. Je vais plus me battre pour essayer de gagner ou de perdre, enfin, par peur de perdre quelque chose. Il y a comme quelque chose comme ça qui semble lâcher, où c'est tellement vu à partir de cet état d'amour, en fait, qu'est la conscience, enfin, qui pourrait être une forme de sensation d'unité, d'être, que en fait, il y a quelque chose d'extrêmement rassurant qui fait que du coup, il n'y a plus à tenir en fait tout ce qui était comme vital auparavant. Voilà. Super. Pour amener ce que vous expliquez toutes les deux dans quelque chose de concret pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez toutes les deux prendre une personne au hasard et observer cette personne
dans son ego et aussi dans son état d'être, dans son évolution, dans ce chemin du retour à soi, de la connexion à soi. On peut avoir des moments où on se dit est-ce que c'est mon ego qui parle ou est-ce que c'est la voix du cœur qui parle, et observer cette distinction entre ces deux voix, si elle existe. Oui, Jennifer? Alors moi tout de suite ça m'a emmené sur un monsieur. Donc en fait ça me montre sa vie comme sur une frise si tu veux. Mhm. Et j'ai des images animées de moments un peu cruciaux on va dire de sa vie. Et donc ça me montre quand il est tout petit, bébé, il n'y a pas, y a pas d'ego comme on l'entend en tant qu'humain. Mhm. Il est dans un état d'être pur, avec du coup cet ego, cette interface qui est dans une neutralité totale. Voilà. Et puis ça me montre un petit peu plus loin, dans son éducation, cet homme enfin ce jeune garçon, on lui inculque en fait, on lui inculque des programmes, qu'il y a certains métiers qui ont de la valeur plus que d'autres, qu'on attend de lui d'être à la hauteur. Donc ce jeune homme, il vit là dans une famille aisée, plutôt bourgeoise, tu vois, où le père est médecin et la mère de haute fonction aussi, ça me montre pas où. Et qu'en gros, ce qu'on lui inculque, c'est de répondre, d'être à la hauteur en fait de ce niveau de vie, de ce niveau de culture, etc. C'est comme si là, au niveau de l'ego, si on le pense comme un programme, comme cette interface de programme, on est en train de programmer. On est en train de programmer l'ego sur des valeurs de travail, des valeurs financières, comme si ça crée une vibration, une vague, tu vois, et du coup, Mhm. là, ça me montre qu'un peu plus tard dans sa vie, bah, ce jeune homme a rencontré sur son chemin toutes les choses qui résonnent avec cette vague, qui résonnent avec cette programmation. Donc là, lui, je le vois, il vient d'être diplômé, il est avocat d'affaires, et il est entouré de gens qui vibrent la même programmation que lui. Euh, et quand il croise des personnes qui ne sont pas dans la même vibration, ces personnes vont le qualifier, lui, d'un égo sur pattes, de quelqu'un qui se la raconte, ou tu vois, ou alors les gens vont se sentir dénigrés, ou etc. Tu vois. Et donc on va mettre ça sur le compte de l'ego. Et là, ça me montre encore un petit peu plus loin cette personne. Elle part, donc il part en voyage. A priori, ça serait plutôt un pays d'Asie. Et pendant ce voyage, il fait une rencontre avec quelqu'un, un homme local, tout à fait banal, quoi. Enfin, genre, pas dans le mauvais sens du terme, mais quelqu'un, tu vois, cet homme-là, je le vois, il est pieds nus, il vit de ses terres, enfin, tu vois, donc pas du tout son monde à lui, hein, pas du tout dans les mêmes valeurs que dans lequel il a grandi. Et ce choc culturel, en fait, lui, c'est ce qui va venir mettre la lumière, porter son attention sur cette interface et donc sur ces programmations qu'il a eues depuis toujours. Et c'est comme si ça va venir re-questionner tout ça en profondeur, re-questionner le sens de ce qu'on lui a inculqué, le sens de sa vie, le sens, c'est super, il a réussi sa vie, tu vois, il est lui aussi dans la bourgeoisie, il correspond aux valeurs qu'on lui a demandées petit, qu'on lui a inculquées petit. Mais tu vois, là, ça le bouscule tellement fort qu'en fait, ça vient re-questionner le sens. Et à ce Mhm. moment-là, c'est comme si son ego, son interface revenait à une neutralité. Donc il n'est pas encore déprogrammé, mais ça le remet dans une neutralité. Et, et après, ce que ça me montre, c'est que le cheminement derrière, suite à cette rencontre, eh ben, il va être en quête de sens, mais de sens intérieur. Et donc, c'est comme s'il part en quête de son être profond, de sa nature profonde, en fait.
Et petit à petit, il va lui-même programmer d'une certaine façon cette interface de façon à être, euh, à pas être dans le faire ou pas dans le paraître ou dans je donne à voir à l'extérieur, pas, mais vraiment dans sa vibration intérieure à lui, euh, revenir à à de l'être. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée. Et en fait, il va s'apercevoir qu'il y a des choses qu'il va pouvoir garder une fois qu'il est connecté à qu'il est dans cet état d'être total. Il y a des choses de sa vie d'avant, j'ai envie de dire, qu'il va pouvoir conserver, mais il y en a d'autres qui ne font plus sens et dont il va se défaire. L'ego, il vit en même temps que toi. Parce qu'on appelle l'ego, tu vois, cette interface, elle vit, elle est vivante aussi, en fait. Et elle est vivante en fonction de toi, de ton éveil sur ta vie, sur ton être. Et chez toi, Anne? Moi, j'ai été amenée à observer là une jeune femme qui s'est présentée à moi, qui petite en fait. Alors je la voyais avec une grande lumière dans la poitrine et se sent très reliée, très connectée au divin. Et en fait, elle a décidé de suivre ça. Et ça a été comme une évidence et que finalement, ça n'a pas été freiné. Et alors, ça me dit que, en fait, ça veut pas dire que l'ego n'est pas tenté, teinté ou engrammé de certains programmes. Notamment là, chez cette jeune femme, il y a la foi, il y a Dieu ou la vie, ou on appelle ça comme on veut, mais et ça, c'est un dévouement total où il n'y a pas le personnage, puisque c'est vraiment un abandon. Et là, je vois effectivement comme si l'ego vibrait la lumière qu'elle est. Tu parlais de quelque chose de vivant, l'ego. Enfin oui, on est dans l'unité, c'est de la non-séparation, puisque en fait, ça fait partie on va dire, d'un élément créé aussi par la conscience. Mais là, en fait, je vois que quand même, même en étant libre de pouvoir suivre cette lumière, euh, malgré tout, sa vie l'a quand même amené à observer certains programmes. Alors justement, la notion de don de soi, de matérialité, justement, à travers la religion. Quelle est la différence entre la religion et la foi? Comme si c'était l'invitation à ce qu'elle se rappelle à ce qui l'animait depuis toujours, qu'elle puisse sentir que en fait c'est ce feu, cette flamme, cette foi, en fait, ça c'est quelque chose qui est vivant en fait, qui est relié à la conscience et que tu vois, il y a eu des moments alors, pas de perte de foi, mais où il y a eu des doutes, il y a eu des questionnements. Et que là, en fait, c'est comme si elle s'éloignait de sa propre lumière, de sa propre... et à chaque fois, en fait, c'était relié à des moments où elle devait euh, se plier à voilà, peut-être des rituels ou à certaines choses, mais qui n'étaient pas forcément en phase avec la compréhension, en fait, qu'elle avait de la religion. Euh, et voilà, c'est comme si ça l'avait invité à chaque fois à faire un petit bilan là pour travailler son discernement, mettre beaucoup de conscience en fait sur ce qui n'était pas forcément conscient quand elle était petite parce que c'était du ressenti. Et ça revient en fait à la question que tu posais tout à l'heure, peut-être la différence entre la partie égo conditionnée par les programmes et la partie égo guidée par l'intuition. En fait, ça me ramène au corps, ça me ramène aux sensations, où là, je vois vraiment cette lumière, cette chaleur, je sens cette chaleur, cette expansion, cette joie naturelle, comme si c'était évident. Et c'est là, en fait, ça parle de soi-même à travers le corps.
et que quand finalement c'est l'ego conditionné par les programmes, il y a comme quelque chose qui claque, qui se resserre, le cœur se ferme, l'impression de s'éteindre, le corps se contracte. Voilà, c'est comme ça que ça me le dit ça. Et puis voilà, par rapport à cette jeune femme où finalement c'est toute son expérience de vie, d'être totalement engagée jusqu'à la fin de ses jours de manière désintéressée, à donner sa vie à Dieu, euh, reliée à sa foi, ce qui l'a fait vibrer, et puis en même temps apprendre aussi à pouvoir s'approprier sa propre foi, ses propres pratiques, sans se sentir contrainte d'adopter des programmes en fait qui sont transmis dans la religion. Et voilà, c'est cette invitation-là en fait. La liberté d'être soi. Ouais, exactement. Et peu importe en fait si c'est garagiste, boulanger, nonne ou avocat, bah finalement c'est comme si ça revenait toujours finalement à cette observation et à ce cadeau en fait qui est proposé de pouvoir s'offrir la plus haute valeur qui est la liberté, quoi. Super. Jennifer? Oui, moi je voulais rebondir sur ce que disait Anne, parce que donc il y a toujours ce monsieur-là qui est présent, qui me montre toujours sa vie. Et donc ce que ça m'a montré, c'est la partie où il est avocat d'affaires et comme je te disais, les personnes qui ne sont pas dans sa vibration peuvent se sentir dénigrées, écrasées ou porter des jugements sur lui. Ce que ça me montre à cet endroit-là, c'est que pour autant, donc il me montre que c'était pas quelqu'un de méchant, tu vois, de simplement, tu vois, là, je ressens, comme disait Anne, mon cœur est tout fermé. Donc lui, il n'en a pas conscience que son cœur est fermé, que c'est un peu étriqué dans son intérieur, puisqu'il a toujours grandi comme ça. Euh, il, tout en étant dans son milieu aisé, avec, enfin, voilà, avec toutes les valeurs qui gravitent autour de son milieu, euh, il se sent à ce moment-là être une personne plutôt humaine, plutôt attentive, etc. Et en fait, ce qui me montre après, c'est au moment où il rencontre cet homme banal, entre guillemets, dans son voyage en Asie, ce qui se passe en lui, c'est la vibration du cœur. C'est-à-dire que à ce moment-là, et c'est ça qui va le désorienter à ce point et qui va l'emmener dans une quête, c'est que pendant cette rencontre, il sent euh, donc là, moi, ce qui me fait ressentir, c'est euh, au moment de la rencontre, comme si mon cœur se libère de quelque chose. J'ai l'impression comme si mon cœur était enfermé dans une roche et que cette rencontre est venue taper sur la roche et la roche tu vois, elle se défait et du coup ça dégage, ça libère mon cœur et je ressens dans mon corps une sensation d'inconnu, de comme une découverte de quelque chose que jusqu'à maintenant je n'ai jamais ressenti. Donc ça, c'est lui hein, qui me montre ça, qui me fait vivre ce qu'il a vécu lui. Et, et en fait, cette libération, elle était hyper... il s'est senti hyper bien, en fait, à ce moment-là. C'est comme si il se sentait reconnecté à quelque chose de familier, mais sans en comprendre le sens, sans comprendre c'est quoi ce quelque chose et c'est quoi ce familier. Et donc c'est ça qui l'a emmené sur la quête. Et ce qui me montre sur la suite de sa quête, c'est que petit à petit, il va s'intéresser à ce qui se passe dans son corps quand il fait certaines choses, quand il est à certains endroits, et il va être à l'écoute de ce qui lui crée de l'élan ou de ce qui lui crée de la constriction, de la contraction. Et c'est comme ça qu'il va découvrir qui il est vraiment et qu'il va petit à petit se défaire de programmes qui n'ont pas de sens pour lui. Et en fait, quand il fait ça, il sort du personnage d'être le fils de ses parents,
Il sort du personnage d'être l'avocat d'affaires reconnu, etc. Il sort du personnage, de tous ces personnages, pour revenir à son essence en fait profonde. Et donc, tu vois, j'ai vraiment une impression de se déshabiller, de se défaire de quelque chose et de revenir en son centre. Et que finalement, si personnage il y a, le seul et unique, c'est celui qui est. C'est le personnage qui vit en lui, qui vibre en lui, en fait. Et ensuite, il mène sa vie de cette façon-là. Ce qui me montre, par exemple, c'est qu'il continue son métier d'avocat d'affaires parce que il a de l'élan pour ce métier-là, mais il ne fait, tu vois, il a changé un peu de clientèle, il a changé d'associé. Tu vois, il y a des choses autour de lui qui ont changé parce qu'il a été à l'écoute de ce qui lui donnait de l'élan, de la joie, ce qui faisait vibrer son corps de façon agréable. Et quand ça ne vibrait pas de façon agréable ou que ça ne vibrait pas du tout, du coup, il n'allait pas à cet endroit-là, en fait. Et du coup, ça répond aussi à ta question de la différence entre l'ego et l'intuition ou la petite voix intérieure. Et lui, ce qui me montre, c'est ça, en fait, c'est que quand il était avocat d'affaires avant de faire sa rencontre en Asie, si on lui avait posé la question, il t'aurait dit qu'il écoutait sa voix intérieure à ce moment-là. Mais maintenant qu'il a fait l'expérience d'être, il voit la différence et c'est comme si en fait ce qu'on appelle intuition, c'est simplement cette vibration de l'être, cette vibration de notre essence en nous et que c'est le corps le véhicule le plus fiable de cette vibration de l'être. Si on a de l'élan, si c'est chaleur, si c'est agréable, si ça, tu vois, ça donne envie, même si ça donne la joie, tout ça, l'amour et même si a priori ça nous ferait faire les choses à l'envers, peu importe, ce que nous fait ressentir ce corps à ce moment-là, c'est ce qu'on pourrait traduire par de l'intuition. Alors que quand c'est l'ego qui parle, en général, il y a de la neutralité, il y a pas, tu vois, il y a pas, c'est raisonnable, c'est raisonné, c'est ce que je ressens, ce qui me montre, tu vois, c'est que ce qu'il prenait lui pour une voix intérieure, en fait, c'était juste de la raison, c'était juste du pratico-pratique, c'était de la stratégie, et c'est pas forcément des vilains mots, hein, et c'est pas forcément avec des mauvaises intentions derrière, mais en tout cas, c'était déconnecté du corps. C'est ça que ça me montre. Et la différence, lui, en tout cas pour lui, elle se situe là-dessus. Super. On voit un énorme parallèle avec notre exploration, notre podcast précédent. Et finalement, on voit cet état de brouillard du podcast précédent où on est dans un monde d'illusions, de jouer un personnage et puis il y a cette vibration du cœur qui vient. Et là, on se reconnecte à soi-même, on allume la lumière, on s'éveille à nous-mêmes, on a nos ressentis et là, les décisions finalement qu'on prend sur notre chemin sont en accord avec le vivant et sont plus guidées par nos formatages d'êtres humains. C'est super intéressant de voir ce parallèle. On arrive au bout de l'exploration. Je ne sais pas si vous avez encore quelques messages qui vous viennent. En fait, l'image que j'avais là par rapport à cette notion de personnage qui habille l'ego, en fait. C'est vraiment une interface, l'ego, du coup. Ces conditionnements qui habillent l'ego. C'est comme si ça nous proposait, là, dans nos incarnations, de nous dépouiller, en fait. Mais en conscience. C'est-à-dire que à un moment donné, t'enlèves le chapeau du personnage, le costume du personnage, et tu vois que quand tu enlèves le chapeau, t'as une tête qui peut en fait s'illuminer parce qu'en fait c'est la lumière de la conscience qui vient en fait, c'est l'être en fait qui vient s'incarner encore plus et qui peut prendre plus sa place et qu'au fur et à mesure où voilà il y a cette espèce de dépouillement, de déprogrammation, et bien petit à petit en fait l'être
s'incarne de plus en plus. Et rayonne de ses propres couleurs. ouais. Et comme si c'était ça finalement, ce qui était le plus important, c'est que quand tu intègres et que tu incarnes cette joie, cet amour, en fait, plus rien n'a d'autre d'importance en fait à part ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de détachement, il y a plus d'intérêt, il y a beaucoup moins de peur, il y a une vraie joie en fait à rayonner tout cela et de continuer à se dépouiller, à enlever une chaussette, un gant, s'il y a encore des programmes, et il y en aura certainement jusqu'à à notre dernier souffle, en tout cas celui de ce véhicule. Mais voilà, c'est comme si c'était ça, en tout cas l'important, c'est poser la conscience et lui permettre vraiment de venir s'incarner pour que notre véhicule soit totalement en phase et se sente plus séparé en fait aussi de la conscience, parce que finalement c'est la même chose. Merci. Merci à vous deux. Merci à tous ceux qui nous écoutent et merci à la vie. À bientôt. Envie de soutenir les clés de l'être? Likez ce podcast et abonnez-vous à la chaîne. Si ce sujet vous touche et que vous souhaitez explorer ce qui se joue en vous, contactez-nous à l'adresse lesclésdelettre@gmail.com pour une session personnelle en télépathie accompagnée, véritable voyage libérateur vers votre harmonie intérieure. À très bientôt pour de nouveaux podcasts des clés de l'être.